Bonjour Frédéric, tu es sociologue, tu travailles avec la 27e région et aussi à titre personnel avec d'autres collectivités. Donc présente-toi s'il te plaît. Frédéric Sonnet, sociologue mais aussi politiste et urbaniste Mhm. en réalité. Et effectivement, je collabore avec la 27e région depuis 7 ans maintenant, suite à une résidence en Rhône-Alpes sur les marchés publics durables de prestations intellectuelles. Et donc, j'ai une entreprise de conseil spécialisée sur les politiques publiques Mhm. depuis 6 ans. Voilà, j'interviens en tant que sociologue, mais aussi en tant que politiste sur les stratégies liées aux politiques publiques. Et je collabore principalement avec des designers dans ce cadre, par choix et aussi par opportunité. Voilà. Du coup, tu veux bien nous expliquer en fait en quoi consiste un petit peu ton travail, qu'est-ce que le fait d'être sociologue, comment ça se passe exactement, surtout dans le domaine en fait des politiques publiques et avec les collectivités, ça doit être un peu plus spécifique. Alors, en tant que sociologue, je pense que notre rôle, c'est d'avoir une forme de clairvoyance sur la façon dont peut se passer la relation entre différents groupes sociaux, entre différentes personnes qui ont des pratiques, qui ont des habitudes, qui ont des coutumes, et comment tous ces groupes sociaux peuvent vivre ensemble. Donc nous, on a cette capacité, entre guillemets, d'analyser ce qu'on appelle des écosystèmes ou des groupes de pratiques ou des groupes sociaux. Et dans le cadre des politiques publiques, c'est assez essentiel parce que de façon assez traditionnelle, les politiques publiques ont un ressort universaliste, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ces politiques puissent s'adresser à chacun, mais aussi à tous. Voilà. Et donc la sociologie là-dedans va venir spécifier en fait le fonctionnement, les pratiques et le besoin des différents groupes. Et dans ce cadre-là, on s'intègre beaucoup à tout ce qui est conception des politiques publiques et identification des besoins. D'accord. Et à titre personnel en fait, pourquoi tu as choisi en fait ce domaine? Alors, c'est assez. Je pense que j'ai toujours aimé les gens, déjà. Je pense qu'ils m'apportent beaucoup. Les discussions que je peux avoir avec absolument chaque personne que je rencontre souvent me posent des questions et font que ces questions résonnent longtemps. Donc j'ai un vrai intérêt pour l'humain et aussi pour ce que globalement on peut appeler le vivre ensemble, mais une forme d'harmonie, comme dans la musique. Voilà. Donc D'accord. comment en fait des instruments, des éléments d'une société peuvent résonner de façon harmonieuse ensemble. Et suite à ça, en fait, quelles ont été les étapes clés en fait de ton parcours qui t'ont permis en fait d'exercer dans ce domaine? Alors, en tant que sociologue, c'est assez étrange parce que moi, à la base, j'ai eu un cursus qui a commencé par une Hippocagne, donc lettres, ensuite sciences politiques à Lyon, où je me suis spécialisée en politique et communication. Euh, et puis derrière, j'ai découvert la sociologie et donc j'ai intégré euh, la sociologie de la chose publique à Lyon 2. Et ensuite, je me suis retournée vers l'urbanisme parce que justement, j'avais travaillé sur l'éducation à l'environnement urbain. Et donc, comment, en fait, on peut faire en sorte que les habitants d'une ville comprennent la ville, la respectent, l'entretiennent et l'aiment, en fait. Voilà, donc dans ce parcours-là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à exercer en tant que sociologue, particulièrement. Et pour finir, je me suis quand même rendu compte au fur et à mesure que mon sens de l'observation, mon sens de l'analyse, mon sens de mes capacités à mettre en lien des éléments très, très différents, très variés, et la facilité que j'avais à pouvoir rentrer en contact avec différents types de personnes qui ne me ressemblent pas du tout, était vraiment une des qualités que je préférais chez moi, enfin des qualités de façon générale, et qui ont fait que je me suis remise sur la sociologie. En sachant aussi que j'ai eu une expérience de 6 ans dans une collectivité territoriale où je travaillais sur les questions de développement durable et donc Mhm. notamment sur tous les usages dans les bâtiments haute qualité environnementale.
Et de fait, ces éléments vraiment propres à la sociologie et à la méthode sociologique et d'autre part à la politique, donc le vivre ensemble, sont Mhm. venus en fait se rejoindre spontanément quand j'ai pensé créer une activité. D'accord, donc en fait, tu as un parcours qui est quand même assez cohérent vu que tu connais assez bien ton terrain et en même temps bah, la sociologie, on sent une appétence pour ça. Et selon toi, en fait, quelles sont les qualités essentielles d'un sociologue en fait, dans ce domaine-là? Peut-être pour moi, la qualité la plus importante, c'est d'avoir conscience de soi. D'accord. C'est-à-dire de ses préjugés, des choses qu'on va intégrer dans les études sans s'en rendre compte, euh, parfois. Et donc, c'est d'être le plus objectif possible sur sa propre subjectivité. Et comment tu fais, on va dire concrètement, pour acquérir une certaine objectivité sur ta propre subjectivité? Bah, disons que moi j'ai tendance à faire tremplin, à utiliser en fait toutes ces petites failles ou ces pensées personnelles, ces a priori, ces préjugés, comme des tremplins pour questionner quelque chose. Et c'est en cela que je me trouve assez facilement dans le travail avec des designers qui Mhm. ont aussi pas mal ce- cette caractéristique en fait de poser très spontanément des questions qui ont l'air un peu naïves mais qui ne le sont pas forcément et D'accord. donc de venir interroger leur propre représentation des objets sur lesquels ils travaillent. Voilà, donc j'essaie d'utiliser ma naïveté et d'avoir conscience de celle-ci, ce qui D'accord. fait que je suis de moins en moins naïve. C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que en fait ça t'apporte, ce domaine-là, en fait, le fait de travailler au contact de designers, de collectivités? Alors vraiment au contact des collectivités, je Mhm. pense que c'est plus une relation à mon envie de faire partie de cette société et de proposer quelque chose. C'est une forme d'engagement que j'ai. Mhm. Parce que par ailleurs, je suis musicienne, donc j'ai vraiment deux activités très distinctes. Et pour moi, le conseil, c'est une forme d'activité militante pour mettre mes compétences au service de ce groupe auquel j'appartiens, de ces groupes. Et après, travailler avec des designers, plus spécifiquement, ça m'aide à matérialiser la pensée. Et je pense D'accord. que ça, c'est quelque chose qui a un vrai plus dans l'action publique, c'est-à-dire comment rendre tangible une pensée, un concept, et la partager avec le plus grand nombre. Mhm. Bah, pour poursuivre là-dessus, comment en fait tu vas travailler en fait concrètement en fait? Comment tu collabores avec des designers et des institutions? Dire comment ça se passe votre relation? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir? Est-ce que tout de suite ils mettent un designer pour collaborer avec toi? Ou est-ce que parfois tu collabores toute seule? Alors, parfois, oui, j'ai des missions que je fais en tant que sociologue où je vais plus être sur de la recherche-action. Mhm. Donc vraiment sur l'exploration d'un périmètre de recherche avec l'analyse des différents acteurs qu'ils composent, leur type d'interaction, leurs ambitions propres et collectives, et donc comment mettre en dialogue ces acteurs pour créer quelque chose. Voilà des Mhm. propositions. Étant donné que j'ai un temps de travail relativement limité en tant que sociologue, je préfère collaborer avec des designers, d'une part parce que j'aime pas trop travailler seule. Mhm. Je trouve ça toujours plus intéressant de confronter des idées et de les remettre en question dans un mouvement en fait. Et j'aime travailler avec des designers, donc je privilégie et je dis oui à ces collaborations-là. Pour ce qui est en fait de la relation à la collectivité territoriale, je pense que aujourd'hui les collectivités elles appellent du design Mhm. et elles se rendent compte qu'en fait le couple socio-design est très intéressant dans ce qu'il va produire parce que aussi les sociologues ont une conscience de la chose commune, de l'historicité aussi des processus publics, des processus de conception des politiques publiques qui contrebalance aussi l'effet un peu naïf, et dans le sens positif, hein, mais du Mhm. designer. Oui, C'est-à-dire, on va pas tout réinventer parce que il y a un passé, euh, effectivement. voilà, et Mhm. puis il y a des choses qu'on sait déjà. Voilà. Et donc nous, on vient nourrir en fait le processus en design de politique publique par des recherches.
Donc documentaire, historique, analytique sur le champ social, aussi sur la controverse politique, pour finir, quelles sont les valeurs qui peuvent être portées par les uns, les autres, et comment on va trouver un système, une organisation ou un service qui va correspondre aux besoins du groupe social qu'on va identifier, par exemple. Et non, c'était clair. Et du coup, tu interviens plutôt en amont, en aval, pendant ou tout au long du processus? Alors moi, je préfère toujours intervenir tout au long du processus parce que j'ai plus cette corde à mon arc de savoir gérer un projet de A à Z. Mais si on m'appelle sur une partie du processus, je vais plutôt être sur le départ, c'est-à-dire cerner les différentes problématiques que peut recouvrir une question, organiser tout le travail de recherche sur le terrain, donc ce qu'on va appeler des résidences, des immersions, ou nous de l'observation de terrain. Et puis venir décortiquer justement tous ces écosystèmes d'acteurs, leurs enjeux, leurs interactions, leurs représentations, là où ils se rencontrent, là où ils vont être plus éloignés. Donc j'ai vraiment cette corde de début. Et puis aussi sur plus la relation à la recherche, c'est-à-dire aller chercher des articles, des théories, des thèses qui vont venir densifier en fait le travail d'hypothèse de départ pour qu'on soit vraiment solide en fait méthodologiquement et qu'on parte pas dans des sens qui sont déjà en fait explorés et qui sont des comment dire Qui sont peut-être revisités, où on fait en fait que tourner en rond. voilà. Alors ouais, ou des impasses, voilà, c'est ce que je cherchais. Du coup, est-ce que tu aurais un projet un peu marquant sur lequel tu pourrais en fait expliquer ce que tu fais ou ce que tu as pu faire, sans forcément rentrer trop dans les détails si c'est un peu sensible? Alors un projet marquant, oui, c'est plutôt le dernier projet que j'ai fait, par exemple. On travaillait pour les départements de la Gironde qui appellent une petite mission socio-design sur la question de la précarité énergétique. C'est-à-dire que cette collectivité, elle a aujourd'hui les moyens techniques de donner des conseils aux foyers qui sont en difficulté par rapport à leurs dépenses d'énergie et par rapport à leur logement. C'est-à-dire que la précarité énergétique, c'est un petit peu la double peine du logement. T'as pas suffisamment de moyens et de revenus pour te payer un logement qui est de très bonne qualité et donc qui est bien isolé. Et en plus de ça, étant donné qu'il est mal isolé, tu vas avoir une facture d'électricité et de gaz très très élevée. Donc c'est vraiment un problème public aujourd'hui qui est de plus en plus important sur les territoires, notamment en milieu rural. Et donc le département s'est doté d'un service spécifique qui va répondre, donc qui va donner des conseils, qui va donner de l'argent, qui va financer des aménagements. Mais ce service-là ne trouve pas son public. Donc on se rend compte qu'il y a une sous-utilisation de ce service-là. Donc nous, on est parti avec 2 designers pour essayer de trouver le moyen d'aller chercher ces personnes invisibles, en fait. Et donc là, on est plutôt sur un cas de non-recours au droit. Donc moi, dans cette recherche-là, justement, j'ai fait cette recherche documentaire sur toute la question du non-recours au droit qui a été développée par l'Odénor. Et donc, on a beaucoup lu justement sur les causes d'un non-recours au droit. Pourquoi, en fait, les usagers de ce service ne le rencontrent pas. Donc, peut-être parce que c'est trop compliqué, peut-être parce que c'est des personnes qui sont pas en mesure de lire, qui n'ont pas forcément le réflexe de ce type d'aide. Peut-être que c'est des personnes isolées, peut-être que c'est des personnes qui ont déjà eu recours à d'autres services, mais par échec, donc échec de recours au droit, ils veulent pas avoir encore affaire au service public. Donc voilà. Donc moi vraiment, je suis vraiment sur la question de la méthodo et du fond théorique qui peut nous aider à avoir des pistes de recherche. Voilà, et donc on était vraiment sur une démarche très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a embarqué beaucoup d'agents publics et on a créé un espèce de petit objet qui a un cône qui va changer de couleur en fonction du taux d'humidité.
Donc, suite à des résidences, donc résidences où on s'est rendu compte que le facteur marquant sur la précarité énergétique, ça allait être le taux d'humidité dans le logement. Donc, on a créé un petit outil et ensuite, on est allé dans des grandes surfaces ou vraiment au plus proche sur des marchés en ruralité pour distribuer ces cônes. Et en fait, si le cône qui est installé donc par une personne qui l'a reçu de nos mains, qui est installé dans la maison, vire du bleu au rose, il y a un numéro de téléphone qui apparaît et c'est le numéro du D'accord. service en question. Ah, c'est super comme outil en fait. C'est vraiment très discret sans que les personnes en fait elles soient sentent stigmatisées aussi. Ça peut arriver assez vite. Et c'est assez subtil. Elles savent tout de suite ce qu'elles doivent faire en fait, ou ce qu'elles peuvent faire potentiellement. Tout à fait. Puis on s'est rendu compte aussi que, en tant que service public, c'était aussi intéressant d'offrir ce service même à toute personne, même si elle n'était pas en Oui. précarité énergétique. Et de savoir que tu as un logement humide, même s'il est décent, Oui. ça intéressait les gens et donc ils prenaient ce petit outil-là. Donc là, on était vraiment sur du repérage du public D'accord. et de la mise en relation avec un service existant qui, pour finir, a été transformé. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il y a une phase de plus dans le service, c'est repérage public. Alors Ah, qu'au c'est départ, intéressant. il n'y avait pas de D'accord. repérage public. C'était les gens qui devaient eux-mêmes y aller. Tandis que maintenant, on se rend compte qu'il faut aller les chercher parce que c'est des publics qui sont un peu éloignés des services publics de façon générale. Tout simplement, oui. C'est vrai qu'il y a une sacrée question aujourd'hui qui est la sensibilisation, le non-recours en droit, en fait, comme tu disais, et voilà, le manque d'information, en fait, des publics qui font qu'ils ont des prestations à disposition, mais qu'ils les connaissent pas ou qu'ils n'y ont pas forcément accès. Du coup, on va peut-être un petit peu changer de sujet, mais c'est toujours en lien. Est-ce qu'en fait, tu as rencontré des difficultés dans ton domaine, en fait, ou dans ta discipline pour exercer ton métier? Alors, je vais dire que mon métier, il a quand même changé parce que j'ai été sociologue justement dans une agence de programmation urbaine où je travaillais sur de la programmation d'équipements et donc comment tu fais des projections sur la population de quartier à 10 ans par exemple ou à 15 ans. Et donc, travailler au contact de designers, je pense que ça a été un petit peu un choc au départ parce que effectivement, eux n'avaient pas cette pratique d'un travail de fond en amont sur la problématique, les hypothèses, etc. Et que limite, ils étaient contre. Enfin, les designers avec qui j'ai bossé au début, avec qui je collabore encore maintenant. Et donc, il a fallu trouver un petit peu un modus vivendi sur ok, moi je fais une recherche très approfondie dès le départ. Alors certes, ça oriente l'étude, mais je vais vous en délivrer des bribes au fur et à mesure de l'étude pour que vous puissiez garder toute la ferveur et tout l'intérêt de votre démarche, entre guillemets, exploratoire, que j'ai appelé tout à l'heure naïve, mais c'est vraiment une démarche exploratoire. On avance en marchant, on s'adapte en permanence. Et donc, tout ce volet, en fait, au départ, ça a été une difficulté. C'est-à-dire, moi, j'avais déjà travaillé pendant une semaine et que les designers arrivaient blancs, c'est-à-dire avec un terrain vierge. Et voilà, et donc maintenant j'ai appris à faire avec et à leur distiller des choses au fur et à mesure. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que en tant que designer, ça peut arriver que parfois on n'ait pas un projet assez solide, vu qu'on n'a pas forcément les compétences en fait, qu'on ne sait pas tout simplement où chercher pour avoir une base vraiment solide en amont, ne serait-ce que de textes de loi, de ce qui existe, ce qui a été fait, qu'on fait plus une veille assez pratique et une enquête sur le terrain auprès des usagers. Là, cette approche complémentaire, ça permet d'avoir un projet vraiment pérenne dans le temps, en fait, et qui puisse potentiellement être repris ou adapté à d'autres collectivités. Pourquoi pas? Après, moi je trouve que l'intérêt aussi de la collaboration avec des designers, c'est que c'est toujours particularisé. Oui. Donc la reprise, elle peut être vraiment faite pour l'inspiration, l'exemple, mais c'est vraiment la force en fait de ce travail en coopération, c'est que notre périmètre il est bien défini et que la solution ou les solutions qu'on va proposer, qu'on va tester, elles seront vraiment adaptées au problème. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui veulent soit se lancer dans ce domaine, soit devenir sociologue, et avoir voilà, le même type de métier que toi, le même type d'approche tout simplement que la tienne? Des conseils, de toute façon, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est vraiment d'aller là vers quelque chose qui nous fait du bien.
personnellement. Mhm. Après, c'est de rencontrer en fait, parce que je me rends compte que les collaborations en équipe vont impacter le projet final. Mhm. Et donc, de multiplier les collaborations pour voir avec quel type de personnes tu peux vraiment créer quelque chose d'intéressant au final. Ok. Donc, bah, merci. On va conclure. Donc, pour conclure, quel regard portes-tu sur ta profession actuellement, sur l'évolution, ce que ça va devenir? Comment en fait est-ce que tu te projettes en fait, si tu y arrives? Mmh. Eh ben, en fait, moi, je suis pas, je suis sociologue praticienne, comme on dit. C'est-à-dire Mhm. que je suis pas une chercheuse, même si la plupart des dossiers que je mène en design de politique publique sont plus des recherches-actions, en fait, qui Mhm. vont produire des savoirs. Et j'ai l'impression que il y aura de plus en plus, en fait, de sociologues praticiens, Mhm. de personnes qui sont en capacité de mettre à profit les méthodes de l'analyse sociologique, les méthodes aussi d'observation du monde social, etc., et du monde politique pour le coup. Mhm. Et donc j'ai l'impression que ça ouvre aussi un champ plus large au métier de sociologue, Mhm. euh, qui, qui ne serait pas confiné aussi sur de la recherche universitaire, qui est super, mais c'est très complémentaire avec de l'action pratique. Mhm. Voilà. Et du coup, tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui que ce métier évolue vers ça potentiellement? Pas forcément, hein. Mhm. En tout cas, moi, c'est la place que j'ai trouvée dans ce métier, c'était à cet endroit-là, sur des projets très, très, très concrets. Et pour finir, je suis très dépendante des sociologues qui font de la recherche universitaire D'accord. parce que c'est eux qui m'apportent la matière, en fait. Et en fait, c'est tout un écosystème en fait, et vous êtes tous interdépendants, si on peut dire ça. Ah bah ça c'est une certitude, hein, de plus en plus. Après, je sais que les sociologues praticiens n'ont pas forcément la même aura, c'est-à-dire on n'a pas fait de thèse forcément, ou il y en a Mhm. qui en ont fait d'ailleurs, hein. Mais par contre, on maîtrise les outils de la sociologie et je pense qu'on est très confronté à quelque chose de très pragmatique en fait. Comment Mhm. faire. Et c'est là où les designers entrent en jeu de façon magistrale, parce qu'ils arrivent à concrétiser, à rendre tangible des idées, des intuitions, des hypothèses, des solutions observées. D'accord. Et du coup, le faire serait potentiellement quelque chose que tu aimerais pousser davantage ou améliorer dans ta pratique? Bah, aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal en fait, hein. Mhm. Non, ce que je pourrais améliorer dans ma pratique, par exemple, c'est de prendre encore plus de temps sur chaque mission pour faire encore plus de terrain en fait. Plus de terrain parce que je trouve que D'accord. les missions peut-être sous-estiment un petit peu ce volet-là en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt d'imposer qu'il y ait beaucoup plus de terrain et des terrains plus longs, en fait, D'accord. sur un temps plus long d'observation. Et Mais ça enfin, dépend pas de nous, ça dépend des gens qui appellent nos services. oui, c'est sûr que c'est souvent des temporalités qui sont un peu assez courtes, un peu pressées, alors que la procédure, voilà, par exemple, un projet peut durer 2, 3 ans, mais le temps de l'étude est assez restreint en fait. Donc il peut y avoir pas mal d'évolutions entre-temps. Ouais. Mm. Et donc, comment mettre en place des petits systèmes d'évaluation et de réobservation des usages changeants, etc. Je pense que c'est ça qui serait souhaitable peut-être aujourd'hui. Et c'est parfait, du coup, ça conclut ma dernière question. C'est comment tu penses en fait pouvoir pérenniser ou évaluer en fait ces démarches de design de politique publique ou cette collaboration avec les institutions? Parce que certaines personnes pensent que c'est un peu une sorte d'effet de mode en fait avec Mm. tout ce qui est design thinking, voilà, méthode innovation sociale et tout ça. C'est plein de grands mots en fait qui recouvrent une certaine réalité. Mais comment faire en fait pour que ça soit vraiment pérennisé et qu'il y ait une sorte de durabilité en fait dans le temps? En fait, je pense que déjà la formation qu'on peut faire dans les administrations peut concourir à ce qu'il y ait une pérennité. Mais de toute façon, peut-être c'est un effet de mode, mais tant mieux. Tant mieux si c'est un effet de mode, et tant mieux si cette mode, elle peut effectivement s'installer, parce que le design thinking ou le fait
de la co-conception, de l'intelligence collective, etc. Et c'est ce dont ont besoin les collectivités aujourd'hui. Elles ont Oui. besoin d'expression, de liberté pour leurs agents, pour leur cerveau, en fait, hein, et elles ont besoin de choses très pratiques pour leur corps. Je pense qu'on a changé d'état pour l'administration. On doit absolument changer d'état au risque que cette administration périclite ou qu'elle devienne juste fantoche. Euh, Moi, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas à la question du design, en fait. C'est juste avoir conscience qu'il y a des solutions multiples, Mhm. voilà, pour un problème et maintenir en fait cette réinterrogation permanente de l'administration sur ses propres pratiques. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Frédéric, Avec pour plaisir. cet entretien.